Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de te proposer un des épisodes qui a le plus été écouté. Tu vas retrouver des angles de réflexion sur la vie de famille, sur la communication, sur les émotions et sur le développement de l'enfant. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, content de vous retrouver avec le mot interdit, le mot rentrée que vous allez entendre partout. Donc ce mot rentrée, il me touche particulièrement si vous connaissez un petit peu mon histoire. Moi j'étais enseignante en maternelle, donc le mot rentrée il est très symbolique pour moi. Préparer la rentrée c'est souvent une belle énergie de reprise, une énergie de vouloir faire des nouveaux projets. Il y a un renouveau, il y a un défi, il y a un challenge. C'est sympa parce que l'idée de rentrer en elle-même, c'est une sorte de promesse de renouveau et de choses qui vont se mettre en place avec d'autres personnes. Donc là, on va parler spécifiquement de la rentrée avec votre famille. Donc comment mettre en place des routines, des rituels pour que ce soit plus léger en famille. Des routines aussi pour vous-même, pour que ce soit plus confortable de vivre une rentrée sereine, sans courir partout pour les fournitures scolaires, la photo de la petite, l'attestation pour le sport, l'attestation pour l'escrime, parce qu'on court dans tous les sens à la rentrée. Donc je vais vous proposer de revisiter la rentrée que vous avez eue l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Que ce soit la tienne ou peut-être celle de tes enfants. Mais des fois, on a des souvenirs de rentrée où au bout de 14 jours, on est déjà complètement sur les genoux. Donc avec mon expérience d'enseignante, avec mon expérience d'accompagnatrice pour les familles, en émotion, en relation et puis aussi parfois en crise familiale, on va mettre en place aujourd'hui 6 astuces. Donc moi, mes 22 ans d'enseignante de maternelle, j'ai vu parfois des enfants arriver qui n'étaient pas du tout préparés à l'école, qui ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient vivre à l'école. Donc une des premières choses, c'est ce mot rentrée pour les adultes, il veut dire beaucoup de choses, mais le mot rentrée pour les enfants, ils ne savent pas tout à fait ce que ça veut dire. Donc vous pourriez en famille décider de discuter autour du mot rentrée et leur demander pour toi c'est quoi la rentrée, ça veut dire quoi, qu'est-ce qui va être nouveau, qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui va être pareil. Peut-être que c'est une nouvelle école, peut-être que c'est des nouveaux copains, peut-être que c'est la même école, peut-être que c'est les mêmes copains. Donc vous pouvez déjà toucher au niveau de la verbalisation, au niveau du langage avec vos enfants, tout ce qui va jouer sur la nouveauté et sur la différence. Ce qui va être nouveau pour les enfants, ça peut être aussi un challenge et aussi un défi. Ou alors, ça peut les inquiéter. Donc, la première astuce pour cette rentrée, c'est de proposer, de poser un dialogue, un conseil de famille, une réunion. Ça peut être sur la terrasse pendant que vous prenez l'apéro. Ça peut être informel. Mais de se demander quelle rentrée on a envie de vivre. Quelle rentrée avec nos enfants, quelle rentrée avec notre chéri, quelle rentrée avec les gens qui nous sont proches, quelle rentrée on a envie de vivre. Est-ce qu'on a envie de vivre une rentrée calme? Est-ce qu'on a envie de vivre une rentrée énergique où tout va à fond parce que vous êtes comme ça, parce qu'il faut que ça bouge et tout? Ou est-ce que vous avez envie de vivre une rentrée où vous subissez un petit peu les événements? Généralement, on ne prend pas trop cette troisième proposition en général. Donc cette rentrée, si vous la voulez énergique, vous allez mettre de côté déjà tout ce que vous avez à faire. Et ça va être vraiment sympa de mettre de côté tout ce que vous avez à faire parce que vous allez pouvoir vous répartir les rôles. Le papa peut faire une partie des démarches administratives, des courses, du rangement. D'ailleurs, j'aime beaucoup, avant la rentrée, faire un grand ménage et un grand rangement dans la maison parce que ça aussi, ça crée un espace pour être beaucoup plus calme. Donc, si vous avez le temps, ce week-end,
de dégager peut-être 1 heure, 2 heures, où tout le monde en famille, on va trier, on va vider ce qu'on n'aime plus, on va ranger ce qu'on n'aime plus. Il y a peut-être une ressourcerie près de chez vous, une boîte à dons, une boîte à livres. Vous mettez un grand carton pour vendre sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Marketplace, sur Facebook. Et vous allez déjà gagner de l'espace. Et souvent, quand on gagne de l'espace chez soi, on a aussi un peu plus de sérénité. Parce que quand on se sent plus calme et qu'on n'est pas débordé par le bazar de notre placard, de notre armoire et tout ça, ça nous fait déjà de la place pour se dire « Ok, la maison, c'est fait ». Quand vous avez désencombré, vous y voyez plus clair sur ce qui manque aussi. Peut-être qu'il manque une paire de chaussures pour la grande. C'est bien de s'en occuper avant le 4 septembre. Parce que le 4 septembre, vous n'aurez pas le temps de trouver la bonne paire de chaussures, la bonne pointure. Donc le fait de trier, de désencombrer la maison, ça vous permet de voir ce que vous avez déjà et ce que vous n'avez pas encore. Ensuite, si vous avez la liste de fournitures, ça dépend des écoles. Si vous êtes en maternelle, il n'y a pas souvent beaucoup de fournitures, une boîte de mouchoirs, les photos d'identité. Si vous êtes en élémentaire, ils commencent parfois à demander à une pochette pour les allers-retours de documents. Ça peut être tel type de classeur. Donc, suivant la liste que vous avez, n'attendez pas septembre pour faire les courses. Vous serez tranquille dans le magasin. Il n'y a pas encore trop de monde. Évitez le premier week-end de septembre où tout le monde est en train de paniquer dans les rayons avec leur liste. Tout ce que vous pouvez anticiper concernant l'école, concernant l'administration, la déclaration d'impôt, l'attestation d'assurance, elles sont sympas d'ailleurs les attestations d'assurance parce qu'elles les envoient. Moi, la Maïf, elle m'envoie déjà les attestations d'assurance pour les filles. Donc, je peux les imprimer et c'est un stress de moins quand il faut remplir toutes les fiches de rentrée là pour le sport, pour le théâtre, pour la danse, pour l'école. C'est un petit peu pénible, je vous cache pas. Ensuite, par rapport au fait de créer de l'espace, on va passer à l'astuce numéro 2. Donc, la première, c'était désencombrer, prendre de la place. La deuxième, ça va être de planifier tout notre mois de septembre, mais que tout le monde participe. Donc vous réunissez, moi je suis très fan de réunir tous les membres concernés, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que la maman qui se tape tout le travail. Souvent c'est les femmes qui prennent en charge la charge mentale de la rentrée, et honnêtement, on en a un petit peu marre de prendre tout en charge. Quand on réfléchit tous ensemble à l'organisation de la rentrée, ça permet de répartir la charge mentale, ce qui fait qu'on se rend compte aussi des jours où il y a déjà beaucoup de choses. Si le petit, il a tennis le lundi, que la grande, elle a chorale le mardi, que le mercredi, il y a athlétisme et théâtre et que vous avez yoga, vous voyez déjà sur le planning les moments où ça risque de frotter un peu. Et quand ça frotte un peu la première semaine, vous pouvez être sûr qu'avec l'agacement et le temps qui avance, ça va frotter très fort en octobre, au bout de 6 semaines d'école. Donc quand vous allez faire le planning initial, en réfléchissant à quel sport fait le petit, quel art plastique fait la grande, vous, quel sport vous voulez faire. Est-ce qu'il y a un soir que vous vous réservez dans le couple pour vous retrouver tous les deux? Est-ce qu'il y a un soir où le papa a une obligation associative, une obligation peut-être au boulot, il est d'astreinte. Tout ça, ça apparaît dans le planning parce que c'est des petites frictions qui vont vite faire boule de neige dans la famille. Donc mettez-vous autour de la table, prenez un planning vierge. Moi j'en ai acheté à Suster Green. Ils sont pas très chers, donc on voit tout l'ensemble du mois. Et vous mettez toutes les obligations qui sont déjà fixes. Si vous avez un mariage le 19 septembre, vous pouvez déjà mettre ça. Et si vous avez déjà des dates qui sont remplies, notez-les dans le calendrier. Il va y avoir les fêtes de quartier, les fêtes des associations. Vous pouvez noter que le 10, vous êtes d'astreinte sur le stand de votre association de ping-pong. Parce que ce jour-là, il va falloir anticiper qui s'occupe des enfants, qui va faire les courses, qui fait à manger, qui couche les enfants, etc. Donc ça, c'est pas de la découverte, on sait comment ça se passe. Mais on n'arrive pas toujours à l'anticiper, parce qu'on est noyé dans le quotidien et on est noyé dans l'habitude de se dire « on verra ». Moi, je suis pas très partisane de « on verra », parce que le « on verra », quand le petit est énervé, que la grande est sur les nerfs, que la femme n'a pas bien dormi et que votre patron vous saoule, le « on verra », c'est un petit peu cocotte minute souvent. Donc ce « on verra », posez-le dans le planning. Qui s'occupe des allers-retours au foot? Qui s'occupe des allers-retours à la peinture? Qui prend sa journée en solo pour décharger? Et qui s'occupe des courses? Qui s'occupe du rangement? Qui s'occupe des factures? Redéfinissez dans votre famille qui est capable de, en fonction de l'âge. Petit à propos sur l'âge de vos enfants, si vos enfants ont 4 ans, ils peuvent coopérer sur certaines choses, comme mettre tout le linge sale dans le bac à linge sale, comme ranger le lave-vaisselle. Il y a plein de choses à partir de 4 ans que vous pouvez déléguer. Votre grande, elle peut s'occuper de pointer ce qu'il y a dans le frigo pour savoir ce qu'on rachète. Associez-les à la vie en collectivité.
associez-les à la charge aussi de la logistique de la famille. Montessori parlait d'ateliers de vie pratique, et quand on associe nos enfants à la vie pratique, ils deviennent aussi un peu plus autonomes parce qu'ils se rendent compte de tout ce qu'on fait à la maison. À la maison, il y a des tâches invisibles. Les tâches invisibles, c'est parfois ce qui se fait et tiens, la maison est rangée. Oui, pour que la maison soit rangée, il y a quelqu'un qui est passé ramasser tout ce qui traîne. Il y a quelqu'un qui s'est occupé du linge. Il y a quelqu'un qui a acheté ce qui me manquait. Donc la charge invisible, on peut la visibiliser. D'ailleurs, j'invite en général toutes les mamans avec qui je travaille à noter tout ce qu'elles font dans la semaine parce qu'elles ont l'impression de rien faire et en fait, elles en font déjà plein. Donc déjà, félicitations à tous ceux qui font dans la maison. Mais là, une rentrée, c'est l'occasion de se dire, bon, on remet à plat les choses. Par exemple, moi, dans mon couple, c'est lui qui cuisine. Et comme c'est lui qui cuisine, c'est lui qui est responsable des courses. Donc ça me fait beaucoup de charge mentale en moins. À côté de ça, c'est souvent moi qui range et qui m'occupe du linge. On se répartit les tâches. Alors, c'est pas complètement innovant, heureusement, c'est dans l'air du temps. Mais voyez où vous en êtes de cette charge mentale mutuelle. Voyez si vous êtes à l'aise avec ce qui se passe jusqu'à présent. On peut très bien décider au 1er septembre que ça va évoluer. La vie, elle est faite d'évolution. Vous avez peut-être une envie de croissance, une envie de renouvellement. Peut-être que l'un des deux est en reconversion. Peut-être que l'enfant part au collège, part au lycée. Et suivant l'âge de l'enfant, suivant l'évolution de chaque enfant, du renouveau, ça peut mettre aussi une nouvelle dynamique en place. Donc le premier, c'était faire de la place chez vous, désencombrer. Le deuxième, c'était planifier ensemble pour répartir, pour déléguer, pour quelque part se rendre compte aussi de la place libre qu'on a dans le planning. Parce que j'ai des parents, quand je leur demande combien d'activités font chaque enfant, ils se disent « Ah mon petit, il a 3 activités périscolaires, ma fille, elle en a 3 aussi, moi je vais au squash le tel jour, la réunion d'association de parents d'élèves. » Si déjà dans la semaine, vous avez 8 ou 9 créneaux d'obligation, il faut voir que c'est un stress continuel de tenir la montre, de tenir l'organisation. Donc vous vous mettez en quelque sorte une sorte de boulet au pied d'office. Ça veut dire que votre semaine, sur votre emploi du temps, il y a déjà 9 choses où vous vous sentez obligé d'y aller à chaque fois. Alors quand on est de bonne humeur, quand on a bien dormi, quand il fait beau, c'est cool. Mais quand vous êtes fatigué, quand vous avez mal dormi et que vous vous traînez jusqu'au foot et que pendant le foot, vous vous dites « je suis en train de perdre du temps parce que j'ai oublié de prendre mon carnet de rendez-vous pour prendre les notes et tout ça », donc superposer, il y a un épisode dans le podcast, je crois que c'est le 80, où on parle de ça, comment utiliser votre temps quand vous êtes obligé d'emmener un de vos enfants aux activités périscolaires. Il y a une série dans le podcast du 79 au 82 où on parle de la gestion du temps et l'organisation du temps. Et ensuite, quand on est d'accord sur qui se répartit et sur nos priorités du mois de septembre, on pourra à chaque fin de mois se dire ça s'est bien passé sur tel et tel point, on continue, et puis ça s'est mal passé sur tel ou tel point, donc en octobre on pourra réévaluer qui fait quoi, qui se répartit les allers-retours scolaires par exemple. Bien sûr, si vous avez un métier où les horaires sont fluctuants et que vous n'avez pas votre planning d'une semaine sur l'autre, ça peut être plus difficile. J'ai aussi des mamans qui sont comme ça, donc là pour se répartir, c'est pas tout à fait la même fluidité. Ensuite, troisième astuce, alors j'avais mis autonomiser chaque membre de la maison. Donc l'âge de votre enfant, si vous avez fait de l'espace à la maison, vous allez pouvoir lui dire à partir de cette année, surtout s'il a déjà 4 ans par exemple, de 4 à 12 ans, tu vas préparer ta tenue la veille, tu vas penser à ton sac d'école, donc faites le cartable avec lui, expliquez-lui comment on fait son cartable. Quel jour il a piscine? Peut-être que sur le planning que vous avez construit tout à l'heure, vous allez mettre une petite gommette avec un maillot de piscine pour qu'il pense quel jour il doit mettre son maillot de bain. Cette autonomie, c'est une manière de les responsabiliser très tôt. C'est une manière de se libérer de l'espace, nous, pour notre charge mentale aussi, parce que sinon, on pense qu'à tous les petits détails de la famille. Cet enfant qui sait faire tout seul son sac de piscine, cet enfant qui sait faire son cartable tout seul, c'est vous le préparer pour l'avenir, pour qu'il ait moins besoin de vous. S'il se rappelle qu'il a sport le mardi matin, au moment de s'habiller, il se dira « Ah oui, il faut que je pense à prendre mes baskets parce que le mardi, j'ai sport. » Donc au début, on va être un guide pour l'autonomiser sur la temporalité. Il y a aussi un épisode, je crois que c'est le 58, sur leur faire comprendre comment on appréhende le temps, qui est une notion complètement abstraite pour des enfants. Donc l'épisode 58. Une fois qu'il est autonomisé pour les vêtements, vous pouvez aussi l'autonomiser pour d'autres choses. Par exemple, quand vous revenez de l'école, quand vous revenez du collège,
quel va être l'ordre des activités que vous voulez lui proposer. Est-ce qu'il préfère d'abord jouer? Est-ce qu'il préfère faire ses devoirs? On rappelle que les devoirs sont interdits dans la loi, mais souvent les enfants ont des devoirs quand même ou des leçons, à minima, à relire. Donc est-ce qu'il préfère commencer par jouer, faire les devoirs en premier, faire le temps de plaisir, ça peut être lecture, ça peut être sport, ça peut être écran. Est-ce que ce jour-là, il a une activité en dehors de la maison? S'il a piano, il faut compter aussi l'aller-retour. Donc de voir comment il veut s'organiser pour qu'à l'heure de coucher, donc peut-être que vous avez décidé qu'il se couchait à 21h, que tout rentre dans sa frise du temps. Est-ce que d'abord goûter, ensuite sport, ensuite devoir, ensuite plaisir, ensuite peut-être 15 minutes d'écran, ensuite douche? Voyez dans quel ordre il veut le faire. Parce qu'honnêtement, qu'il prenne sa douche avant les devoirs ou qu'il joue avant, du moment que tout est fait et du moment que vous, ça vous convient et que votre enfant est d'accord, vous allez limiter les conflits dans la maison. Parce qu'il se sentira puissant d'avoir coopéré avec le planning que vous allez mettre en place. Ce ne sera pas papa qui décide de tout. Ce ne sera pas maman qui décide de tout. Il va y avoir coopération et plus il y a coopération avec votre enfant, et moins il se sentira soumis et toujours en train de suivre les ordres. Eux, ils voient ça vraiment comme du totalitarisme, alors que nous, on le fait parce que c'est pratique de leur dire quoi faire. Si vous voyez les choses comme mon enfant est capable de décider tout seul de certaines choses et de prendre la responsabilité que ce soit fait, il va se sentir content d'être à la fois l'acteur et l'observateur de l'action. Donc si c'est la première fois que vous m'écoutez, c'est peut-être un peu difficile de comprendre tout ça, mais je vous invite à picorer sur le podcast et à voir l'autonomie. Je crois que l'autorité par la coopération, ça doit être l'épisode 99, je crois, où j'évoque tous ces sujets-là, parce que plus tôt on associe l'enfant à des décisions, et plus tôt il voit les causes et les conséquences. Quand on prend tout en charge pour nos enfants, ils ne voient que l'inconfort, que ce soit un autre que eux qui décident. Alors que s'ils commencent à prendre des décisions, ils disent « Ah ouais, non mais la conséquence de ma décision, en fait, elle ne me plaît pas. Donc la prochaine fois, je déciderai autrement. » Et ça le rend un peu responsable de ce qu'il a décidé. Donc vous allez verbaliser avec lui par quoi tu veux commencer quand tu rentres de l'école, sachant qu'il faut qu'il y ait et la douche, enfin l'hygiène, peut-être la douche, le bain, le lavabo, comme vous voulez, le repas, le temps de jeu, le temps de devoir éventuellement, et puis selon votre politique autour des écrans, vous verrez si vous rajoutez un temps d'écran ou non, suivant l'âge de l'enfant. L'écran n'est jamais une obligation quand on rentre de l'école. Entre rentrer de l'école et se coucher, ce n'est pas un dû qui est un temps d'écran. C'est évidemment une demande, un désir, mais ce n'est pas un dû. Il y a des familles qui s'organisent pour que le temps d'écran, ça peut être 1 heure le mercredi, 1 heure le samedi, à vous de voir, mais les enfants, par principe, vont essayer de le demander, de le réclamer. Ils le font peut-être par habitude et pendant les vacances, ils ont peut-être eu accès aux écrans, mais en période scolaire, c'est à vous de redéfinir si vous souhaitez qu'il y ait un temps d'écran ou pas. Plus vous êtes au clair là-dessus, plus la règle que vous allez poser va être explicite et l'enfant verra que ce sera comme ça pour les raisons qui vous appartiennent. Vous expliquez ou non en totalité, vous pouvez donner une explication, mais en dernier recours, vous êtes quand même le parent jusqu'à ce qu'il ait 16, 17, 18 ans. Ça commence à piquer à 16 ans sur les règles et les consignes, mais je vous invite à le faire assez tôt pour que l'enfant se dise « Ok, il y a quand même des règles à respecter dans cette maison, ce n'est pas moi qui décide de tout. » On lui laisse décider une partie des choses et une partie des choses n'est pas décidée par l'enfant. Je vous renvoie vers tous les débats autour de la parentalité positive qui ne serait que du laxisme. En aucun cas c'est du laxisme, mais à un moment il faut quand même se mouiller pour poser des règles. Parce que si on ne veut pas frustrer l'enfant, à long terme on ne lui rend pas service. Ensuite, autonomiser l'enfant par l'aménagement de la chambre, on l'a vu, les routines et la confiance en lui. Il va y avoir des moments où l'enfant ne va pas vouloir faire ce qui a été décidé, c'est normal. Comme nous, des fois, on se tient un planning dans la semaine et on ne le fait pas parce qu'il y a eu d'autres bouleversements, parce qu'on est fatigué, parce que émotionnellement, ça ne se passe pas très bien. Donc, sachez que même si vous mettez en place un truc très propre, très beau sur le planning, il va y avoir des soirs où ça ne va pas se passer comme prévu, où la nourriture qui était prévue n'était pas disponible, où l'enfant arrive fatigué, blessé, sa journée s'est pas bien passée, et on va moduler aussi, on va être flexible sur la routine qui était prévue. Mais quand il n'y a pas de routine, c'est encore plus difficile d'être régulier et calme. Quand il y a une routine, on admet qu'il y a des écarts de routine, qu'il y a des exceptions à la routine plus facilement.
Donc ça, c'est important de voir que la routine que vous mettez en place pour les 2 premières semaines de septembre, si vous voyez que le jeudi, ça passe pas parce que papa rentre plus tard ou que le jeudi, il a sport et qu'il est vraiment énervé, votre enfant, eh bien peut-être que le jeudi, la routine, elle va évoluer dès la 2e semaine. Voyez ça avec beaucoup de recul, soyez créatifs sur votre rentrée parce qu'aucune famille va avoir la même sensation de rentrée et va avoir la même routine de rentrée. Mais plus vous allez y réfléchir cette semaine et plus le 4 septembre, vous aurez du recul sur de quoi j'ai envie, comment j'ai envie de me sentir la semaine du 4 au 11 septembre, qui va être la semaine où émotionnellement, vous allez vivre plein de choses. Cette première rentrée, on peut la projeter par rapport à celle de l'année dernière. On peut aussi s'imaginer des choses si c'est la première rentrée. Je fais un coucou aux clientes pour qui leur enfant, leur garçon va faire sa première rentrée. Oui, c'est émouvant, une première rentrée. On ne sait pas comment ça va se passer. Et cette première rentrée, on essaye de ne pas non plus la contaminer pour nos enfants, puisqu'il va la vivre de son filtre à lui, de sa vision du monde à lui. Il va vivre des expériences nouvelles, il va vivre des expériences sans nous, sans vous. Et le soir, il pourra vous raconter tout ça et le soir, il pourra vous dire comment il a vécu cette première rentrée. Cette première rentrée pour votre enfant, elle peut être complètement agréable comme complètement confrontante. Et ce n'est pas en votre pouvoir. Donc ça aussi, toute cette semaine, vous pouvez réfléchir à ce que vous voudriez pour votre enfant comme rentrée. Mais ce n'est pas vous qui décidez de la classe, de la maîtresse, des copains, de la météo, de s'il va se sentir bien, s'il va être le bureau près de la fenêtre ou pas. Donc il y a toute une partie dans la rentrée de notre enfant qui va nous échapper. Donc là, ça nous demande, nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, de relativiser sur « je ne vais pas pouvoir faire un cocon tout doux et tout moelleux et empêcher à mon enfant d'être inconfortable et d'être triste ». Donc c'est l'occasion, en période de rentrée, et encore plus si c'est la première rentrée de votre enfant, de revisiter comment vous vous sentez vous et comment vous vivez les émotions fortes de votre enfant. Que votre enfant soit triste ou que votre enfant ait peur, ce sont des émotions qui vont traverser toute sa vie et vous n'allez pas pouvoir lui enlever. Qu'il soit triste le matin au moment de se séparer, qu'il soit heureux de retrouver ses copains, qu'il ait un petit peu peur de cette maîtresse qu'il n'a jamais vue, que ce soit une nouvelle école et que tout soit nouveau, c'est normal. C'est quelque chose qui va être dans sa vie au jour le jour. Et oui, ce jour-là, vous pouvez vous préparer à être plus ou moins stable émotionnellement pour savoir le réguler, le co-réguler. Ces termes-là, c'est dans l'éducation émotionnelle, c'est dans l'intelligence émotionnelle. Si vous êtes un petit peu au fait du système nerveux, si vous êtes un petit peu au fait de la théorie polyvagale, vous allez comprendre que votre émotion à vous de parent est en lien avec l'émotion que votre enfant vit. Vous l'avez éduqué, vous l'avez élevé, vous avez été avec lui pendant des années, des mois, vous l'avez observé, il vous connaît intuitivement, il sait quand vous êtes bien ou quand vous êtes triste. Il sait quand vous êtes heureux ou quand vous êtes inquiet. Et je le dis dans beaucoup d'épisodes du podcast, donc sur la séparation, c'est le 17. Si vous avez envie d'écouter l'épisode sur comment on fait une bonne séparation avec son enfant de 3, 4 ans, mais ça marche aussi si c'est la première entrée en crèche, ça marche aussi s'il y a eu un déménagement, parce que cette figure d'attachement que vous êtes, elle est liée aux émotions que vous projetez aussi sur la vie extérieure. Si vous êtes rassuré, si vous croyez que votre enfant a des ressources pour vivre cette nouvelle expérience sans vous, il va le sentir, il va le comprendre et ça va le rassurer. Donc c'est une part de la co-régulation, c'est pas l'entièreté du processus. Si vous voulez qu'on en parle ensemble, on pourra se caler une séance pour en parler. Mais plus vous allez être serein à l'idée qu'il y aura des surprises, bonnes et mauvaises, la vie est faite comme ça. Sa rentrée, il y aura des bons moments et des moins bons moments, la vie est faite comme ça aussi. Si vous voulez éviter à votre enfant tout inconfort pendant la semaine de rentrée, ce n'est pas en votre pouvoir. Je sais quand je dis ça aux clientes, ça leur pique un peu. Vous pouvez dire « Ah, c'est pas cool, nous on vient à un live où on veut des bons conseils et on veut pas s'agacer », mais vous ne pouvez pas empêcher les émotions désagréables de votre enfant d'arriver. De là à les provoquer, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Donc ne rappelez pas tous les jours à votre enfant que vous œuvrez partir le jour de la rentrée, que les parents ne restent pas. Non. Il a bien entendu, il a bien compris, il sait que ça va pas être forcément confortable, mais il sent surtout que c'est vous qui angoissez à l'idée de cette séparation. Donc la rentrée du parent, c'est l'épisode 14 du podcast, où je parle de toutes ces mamans que j'ai vues en maternelle, qui étaient en train de pleurer derrière la porte,
Parce que pour elles, c'était encore plus dur que pour leur enfant. De se séparer de notre enfant pour la première rentrée, ça fait quelque chose. Ça réveille parfois des braises dans notre cheminée des émotions. Il y a parfois des émotions comprimées de notre première rentrée à nous ou de nos souvenirs qu'on avait vus, nos parents. On s'est inquiété, peut-être qu'ils ne reviennent pas. Donc tout ça, on le voit à chaque rentrée quand on a des jeunes élèves. On le voit aussi quand on discute avec les mamans. L'année dernière, j'ai accompagné une maman pour qui c'était la première séparation avec l'assistante maternelle et elle le vivait très mal, elle, en tant que maman, alors que l'enfant le vivait très bien. Donc si vous voulez revisiter ces situations-là, vous pouvez réserver une séance, il y a le lien dans la bio. Et là, quand vous avez expliqué, peut-être que vous avez des livres à la maison sur comment se passe la rentrée, comment se passe l'école. Si vous avez déménagé, vous allez lui parler en lui disant on est dans une nouvelle maison, donc ça va être un nouveau chemin pour aller à l'école. Le matin, on ne va pas passer comme avant. Est-ce que tu veux qu'on fasse ce chemin-là cette semaine ? Peut-être que la semaine qui arrive, vous pouvez faire le chemin vers l'école en lui disant là, l'école en ce moment, les ATSEM, elles sont en train d'installer la salle de sport, les maîtresses, elles font des réunions pour préparer les projets, mais là, il n'y a pas encore d'enfants. Le jour où il y aura les enfants, ce sera lundi. Ou si c'est une rentrée échelonnée, peut-être que ce sera mardi sa rentrée à lui. Donc vous pouvez lui expliquer ce que vous avez compris du fonctionnement. Peut-être qu'il avait visité l'école à l'inscription, ça dépend. Avec le Covid, il y a eu un peu plus de visites cette année. Donc rappelez-lui comment va se passer l'école, mais sans projeter votre inquiétude de flamme, de stress ou de braise de votre propre rentrée. Et soyez en confiance relative. Oui, vous ne pouvez pas savoir tout ce qui va se passer dans cette classe, avec qui il va tomber. Peut-être qu'il va tomber avec un enfant qu'il n'aime pas. Peut-être qu'il va tomber avec la maîtresse dont la réputation, enfin de ce que vous avez entendu autour de l'école, vous auriez préféré que ce ne soit pas cette maîtresse. On ne va pas se mentir, on ne va pas être hypocrite. Dans chaque groupe scolaire, il y a souvent une maîtresse qui a un peu moins de succès auprès des parents d'élèves. Parce que, ah oui, elle est un peu dure, elle crie beaucoup, voilà. Dans toutes les écoles que j'ai faites quand j'étais maîtresse, la réputation de certains maîtres suit et les parents projettent et s'inquiètent avant même la première rentrée. Et avec des enfants, ça passe super bien parce que les comportements se complètent et ça n'a rien à voir avec finalement la personnalité de la maîtresse. C'est juste que nous, on veut le meilleur pour notre enfant. Le meilleur pour votre enfant va arriver quoi qu'il arrive. Et vous serez là pour l'écouter, vous raconter sa rentrée avec son filtre, avec ses yeux, avec ses émotions et avec son vocabulaire. Évidemment, si c'est un enfant qui rentre à 3 ans, vous n'aurez pas l'entièreté du film. On n'est pas en télé-réalité, on n'est pas en live, vous ne verrez pas tout. Alors, 4e astuce, ça va être de poser des limites aux autres sur ce mois de septembre. Alors, je m'explique, poser des limites, ça veut dire que il va y avoir plein de sollicitations, il va y avoir les fêtes de quartier, il va y avoir « Ah tiens, on ne s'est pas vu pendant l'été, on se voit quand ?» Et il va y avoir des propositions, il y a peut-être un mariage, il y a peut-être un baptême, il y a peut-être des choses festives qui s'annoncent, l'arrière-grand-mère qui fête ses 80 ans et tout ça. Donc, les sollicitations vont arriver. Voyez que comme c'est une période chargée, en général, septembre et les 3 dernières semaines de décembre aussi, c'est un petit peu comme ça, et les 3 dernières semaines de juin, c'est des périodes où il y a beaucoup de choses à faire. Des dossiers, des cadeaux, des repas, des fêtes, des bouclages pour partir en vacances tranquilles. Et le mois de septembre, ça a beau être un effet renouveau, un effet ressourcement, il y a aussi beaucoup de stress. Donc si sur le planning, vous n'arrivez pas à dire non aux gens qui vous sollicitent, à prioriser des temps calmes pour vous en tant que maman, pour vous en tant que papa, pour vous en tant que couple, pour vous aussi en famille nucléaire, ça veut dire juste tous les 4, tous les 5, sans aller chez la belle famille, chez la grand-mère, chez la tata, des moments où vous vous retrouvez pour partager, pour échanger, pour vous connecter. Ce sera l'astuce numéro 6. Je ne peux pas quitter un live sans vous parler de vos émotions un peu plus longuement. Donc prioriser, ça va être dire oui à certaines invitations vraiment importantes pour vous et oser dire non à certaines sollicitations qui vont manger votre temps libre. Parce que vous n'en avez pas beaucoup du temps libre. Le temps que tout se mette en place, c'est un peu long. On passe souvent en coaching de l'élan de la locomotive pour que ça se mette en place. Si vous voulez que la routine de rentrée et que la mise en place du nouveau planning prenne, que ça matche, il va y avoir une énergie supplémentaire au démarrage. Si le mois de septembre se passe bien, vous serez sur votre lancée de locomotive et le mois d'octobre, de novembre, de décembre, il n'y aura plus qu'à ajuster.
Mais là, vous voulez faire autrement pour cette rentrée, que ce soit moins la course que l'année dernière, ou justement qu'on évite de se crier dessus et de chercher le stylo 4 couleurs au supermarché où il n'y a plus rien dans le rayon, ou le protège-cahier B14 rouge à petits carreaux qui n'existe nulle part. Pas grave, hein. Si la maîtresse n'a pas son protège-cahier, elle va attendre. Ne vous mettez pas non plus la rate au courbouillon. Les enseignants demandent et vous faites au mieux. Ne vous stressez pas non plus vis-à-vis de l'équipe éducative. On sait très bien que suivant le nombre d'enfants que vous avez, le métier que vous avez, les rushs que vous avez, peut-être qu'en ce moment, on ne va pas demander l'autorisation tout de suite d'attestation scolaire le premier jour. Mais vous savez qu'il va falloir remonter ça sur votre liste de priorités. Ce que j'aime bien faire personnellement, c'est de lister tout ce que j'ai là comme tâche qui tourne dans mon cerveau avec mon petit hamster Léopold et de lister tout ce qui est en train de tourner et de voir ce qui est nécessaire cette semaine ou que je peux reporter à la semaine prochaine. Le formulaire de rentrée, c'est la première semaine. L'achat du juste au cours de danse, ça peut attendre une semaine parce que le premier cours de danse, c'est pas la première semaine, c'est la deuxième. Donc, voyez ce qui est urgent pour vous et ça va être vraiment dépendant de votre famille parce que ça peut être urgent pour une personne et pas urgent pour vous. Mais vous avez un nombre d'enfants qui est personnel, vous avez une activité qui est personnelle, vous n'avez peut-être pas encore touché votre salaire et donc vous avez besoin d'attendre votre salaire. Tout ça, c'est logique, c'est normal. Faites vraiment en fonction de ce que vous paraissez vraiment prioritaire. Donc, réduire la charge mentale, on en a parlé, mais là, je vais appuyer sur le côté perfectionniste. On a envie que tout soit bien, parfois, on a envie que tout soit au clair, au carré. Il faut pouvoir lâcher sur certains trucs. Si les devoirs ne sont pas faits la première semaine, normalement, il ne devrait même pas y avoir de devoirs. Si au boulot, on vous demande de remplir tel dossier pour le demain et que vous avez passé la nuit à éponger du vomi, du pipi, parce que le petit dernier, il a très mal vécu sa rentrée, il faut aussi lâcher prise là-dessus. Vous pouvez expliquer aux gens que là, c'est difficile pour vous. Au lieu de vous stresser et de devoir paraître la bonne maman, la bonne employée, la bonne épouse, la bonne ceci. Autorisez-vous à craquer, à être vulnérable, à lâcher prise. Ça ne sera pas parfait. Et c'est très bien. Il n'y a aucune famille où c'est parfaitement rangé, organisé, au carré, les enfants bien habillés, avec des chaussures à leur taille et bien coiffés. Et si c'était le cas, pour les anciens, vous connaissez Brie Van de Kamp de Desperate Housewives, ce serait alarmant. Si vous arriviez à maîtriser toute votre famille au carré et que tout le monde soit heureux et qu'il y ait de la joie de vivre partout, ce serait louche en fait. Donc lâcher prise, c'est toujours facile à dire. Ce mot lâcher prise, on le voit dans tous les magazines. C'est un petit peu pénible d'ailleurs de voir « oui, tu devrais lâcher prise, tu devrais te détendre ». Je ne vous invite pas à vous détendre pour vous détendre. Je vous invite à lâcher prise parce que c'est impossible de tenir les exigences qu'on se raconte toute seule. On voudrait être bien sur tous ces aspects-là et on se met une pression supplémentaire qui n'est pas nécessaire et parfois qui n'est pas du tout extérieure. C'est moi qui me raconte que je devrais tac, 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 tac. Voilà, vous avez Siana qui se couche avec les bruits de fond. Donc, le fait est que si vous voulez être parfaite sur tous les domaines pour passer une bonne rentrée, ça va être un stress intérieur que vous risquez à nouveau de communiquer à l'ensemble de la famille. Et vous voulez juste être performante parce que ça vous rassure, parce que vous avez un besoin de pouvoir, de résultat sur votre rayure de besoin. Mais les enfants n'en ont pas vraiment besoin de la perfection. Vraiment pas. Ça, c'est un truc d'adulte, c'est un truc de performance, de productivité. Les enfants, du moment que leurs parents sourient, est détendu, rigolent, va jouer au foot, va à la piscine, les chatouille et puis lit une histoire, ça suffit. Donc vous n'allez pas devenir le parent idéal et parfait qui n'existe pas et ne mettez pas forcément tout en place pour cette rentrée-là. Parmi les 6 astuces de ce soir et puis les épisodes que vous allez écouter, prenez vraiment ce qui vous paraît bien pour cette rentrée-là. Et puis peut-être qu'en janvier, vous en prendrez 2 de plus. Et puis peut-être que l'année prochaine, vous en reprendrez 2 de plus. Mais parmi le panel de clientes que j'ai accompagnées sur l'organisation de leur rentrée, il y en a certaines qui se disent « j'ai pas envie de courir cette année ». Donc si vous n'avez pas envie de courir, vous allez plutôt prendre l'astuce de prioriser, de dire non aux gens et de faire un planning où c'est équitable les allers-retours. Vous avez peut-être une copine qui a aussi son fils qui va au football, et une semaine c'est vous, une semaine c'est elle, déjà c'est de la charge mentale en moins.
Donc c'est des petites astuces que vous avez déjà lues, que vous avez déjà entendues, peut-être même que vous les avez déjà essayées. Et peut-être que cette rentrée-là, c'est l'occasion de refaire une tentative pour vous apaiser vous-même. Mettre un peu de créativité, je crois que je vous en ai parlé un petit peu de la créativité, mais chaque famille va mettre en place ses propres routines, chaque famille va être un peu créatif sur sa manière de voir l'après-école, le matin de l'école aussi. Est-ce que le matin, vous allez jouer un petit peu tous ensemble, mettre la musique à fond pour vous réveiller en douceur? Est-ce que vous petit déjeunez l'un après l'autre? Est-ce que vous petit déjeunez ensemble? Soyez créatifs. Il y a des familles où chacun est très concentré. Il y en a même un qui est déjà en train de réviser sa présentation pour le boulot. Ça dépend de vous. C'est vous qui choisissez ce qui est bon pour vous. Mais voyez que le moment de qualité, il faut le placer à un endroit pour que les enfants aient leur réservoir affectif nourri. Donc ce moment de qualité, est-ce qu'il est plutôt le matin? Est-ce qu'il est au retour de l'école? Est-ce qu'il est après le dîner? À quel endroit vous allez vous connecter vraiment pour que votre enfant sente à quel point vous l'aimez, sente à quel point il compte pour vous, à quel point vous échangez des expériences. Vous pouvez lui parler aussi un petit peu de votre journée à venir ou de votre journée passée. Vous pouvez lui expliquer ce que vous sentez, ce que vous vivez. Et on arrive gentiment à l'astuce numéro 6 qui est de se connecter profondément avec le vécu de l'autre. Quand votre mari rentre du boulot et que machinalement vous écoutez de loin ce qu'il dit, c'est un moment de connexion qui s'est perdu. On peut éventuellement, je ne dis pas de le faire, mais c'est une proposition, on peut éventuellement suspendre ce qu'on était en train de faire, si c'est le bon moment, écouter pleinement l'autre, l'entendre dans ses émotions, l'entendre dans ses besoins, le connaître, se relier à ce qu'il vit en tant qu'humain, ce qui me permet, moi, d'avoir une vision beaucoup plus nette et objective de ce que je suppose de la personne avec qui je vis. Je rigole parce qu'on en a parlé en live avec les filles de Zenflix. On fait beaucoup de suppositions sur les gens avec qui on vit, mais ce n'est pas toujours la réalité. Et avec nos enfants, ça va être la même chose. Qu'est-ce qui a été très chouette dans ta journée aujourd'hui? Est-ce que tu veux me raconter? Est-ce qu'il y a eu un moment, par contre, où tu t'es pas senti très à l'aise? Est-ce qu'il y a eu un moment où t'as pas été très heureux? Est-ce que tu veux me raconter? Et puis, on déroule un petit peu ce qu'on vit l'un et l'autre. Maman vit des choses agréables dans sa journée, mais elle vit aussi des choses plus difficiles. Papa vit des choses agréables dans sa journée et puis il vit des choses plus difficiles. Plus on va apprendre à poser des mots à nos enfants sur ce qu'on a vécu d'agréable, de flammes agréables, ou ce qu'on a vécu de flammes désagréables, et plus il va comprendre que lui aussi vit des choses agréables. Donc activer là-dessus la gratitude, la reconnaissance, le fait de cibler aussi ce qui est bien dans notre vie, ça nous évite de tomber dans la position de victime. Parce qu'en fait, on n'est pas victime de notre vie. Il y a eu des choses dont on s'est senti un peu dépossédé dans notre journée, mais si on le regarde à tête reposée, on pourra l'analyser et reprendre notre responsabilité. Par contre, si on est toujours en train de se plaindre que c'est la faute de notre patron, que c'est pas juste, il n'y avait plus notre place dans le parking, on est toujours en train de râler, les enfants interprètent que le monde est hostile, qu'il n'y a rien qui va, qu'on est toujours en train de se plaindre. Donc, voyez aussi le discours que vous avez vis-à-vis du monde extérieur devant vos enfants. Parce que cette routine de connexion, que ce soit le matin, au retour de l'école, à 2, à 4, comme vous voulez, créez-la vraiment comme vous voulez. Celles qui me suivent depuis longtemps et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'appelle ça un tekil, donc un temps de qualité, dans l'horizontalité, l'individualisation des besoins, la légèreté et être pleinement présent. Ce tekil, vous allez l'installer au moment où vous avez envie, besoin, et ce tekil, il va servir à vos enfants à s'approprier des outils de régulation émotionnelle, des outils d'autonomie émotionnelle. Il ne fera plus porter ses émotions à ses copains, à ses frères et sœurs, et il prendra petit à petit la responsabilité de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, et il cherchera lui-même des solutions. Donc c'est vraiment une partie de mon univers. Je vous invite à écouter le podcast si vous voulez en savoir plus. Cette connexion, vous allez la découvrir dans l'épisode 8, donc le tekil, où j'explique tout ce processus que j'ai affiné les 10 dernières années, en classe d'abord, et puis maintenant avec les familles que j'accompagne. Et puis se connecter de cœur à cœur, vous allez le retrouver dans plein d'épisodes, notamment l'épisode 75 où je parle d'alimenter nos flammes agréables, donc la gratitude, la joie, la fierté, le bonheur, la sérénité. Donc épisode 75 pour voir le bon côté de la vie aussi. Et puis je vous laisserai farfouiller sur tout le podcast pour que vous ayez encore plus d'infos si vous en avez envie. Donc je récapitule ces 6 idées clés pour passer une rentrée sereine. Ne prenez pas forcément les 6, prenez celle qui vous plaît.
La première, c'est désencombrer sa maison, créer de l'espace pour voir ce qui va manquer et ce qu'on n'a plus besoin pour vraiment vous voir minimaliste, sérénité visuelle, moins de choses à réfléchir puisque moins de bazar dans la maison. Les abonnés à la Zen Letter savent que je vais parler de Marie Kondo, de Fly Lady. Si vous connaissez déjà, vous pouvez vous faire une petite piqûre de rappel avec la méthode KonMari et la méthode Fly Lady pour désencombrer. C'est quand même génial. Vous avez des pas à pas sur Internet, des groupes Facebook et tout. Puis sinon, vous m'envoyez un message et puis je vous inscris sur la Zen Letter où j'en parle très souvent. Il y a une rubrique sur comment gagner du temps chez soi. La deuxième, c'est créer un planning mensuel pour visualiser les tâches de chacun. Qui fait quoi, qui va où, qui a du temps libre, qui n'en a pas et qui a besoin de se mettre sur le planning du mois. Temps libre pour maman, temps libre pour papa, ou sortie en famille, sortie dans la nature. Matérialiser sur le planning des bulles de recul. Troisième, autonomiser chaque membre. Donc, on redélègue, on répartit et puis on autonomise les enfants. Les enfants peuvent mettre leur linge sale dans la machine, peuvent plier leurs affaires, peuvent aider à mettre la table, peuvent aider à arroser, à couper les feuilles, à balayer. Il y a plein d'ateliers de vie pratique pour que vos enfants soient coopératifs et contributeurs de la maison et de la vie de famille. Ça les autonomise pour plus tard. Et puis vous, ça vous permet aussi de vous rendre compte à quel point ils sont capables physiquement de faire des choses. Donc ça les valorise, ça les responsabilise. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. La quatrième, c'était de prioriser et de poser des limites pour les rendez-vous, les sorties, les propositions, les sollicitations. La cinquième, c'était réduire la performance, le perfectionnisme. Donc, lâchez prise sur ce qui ne fonctionne pas bien et ne faites les choses qu'au niveau d'énergie que vous avez encore. Les jours où vous êtes cuite, vous n'en ferez pas plus et c'est très bien. C'est votre santé mentale, votre santé physique qui passe en priorité. Et si les autres sont déçus, si les autres ne sont pas contents, ce sont des flammes qui leur appartiennent à eux et non pas à vous. Conférer l'étanchéité des cheminées des émotions, vous le retrouvez dans l'épisode 71 sur la contamination émotionnelle. Et la dernière, donc créer des moments de connexion à soi. Donc je vous invite aussi à vous mettre dans la semaine un petit temps de qualité avec vous-même. Donc la maman prend un temps de qualité, peut-être, le mercredi de 19 à 20. Et maman, elle prend son temps pour elle. Ça peut être lecture, ça peut être méditation, ça peut être yoga, ça peut être écriture, ça peut être appel à une copine, mais du temps pour elle, du temps pour prendre le temps, vraiment pour déconnecter, pour arrêter de courir dans cette infinité de choses à faire dans notre vie de famille. Vivre le meilleur avec son enfant dans le sens, qu'est-ce qu'il vit concrètement dans sa cheminée à lui? Est-ce que je me suis intéressée à ce qu'il a ressenti aujourd'hui, à ce qu'il a vécu, de quoi il a besoin, sans projeter. Parfois, on fait aussi des suppositions sur la journée de notre enfant. Mais lui, il ne se rappelle peut-être pas de ce qui lui est arrivé de bien ou de mal. Il va vous parler complètement d'autre chose, ou il va vous-même vous parler de ce qui s'est passé hier. Donc, la fameuse question qu'on pose à nos enfants le soir, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Elle est difficile en fait, parce qu'il n'a pas l'esprit de synthèse et la maturité de se rappeler de tout ce qui s'est passé dans sa journée. Donc, vous pouvez affiner un peu les questions. À quel moment tu as rigolé aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Ou alors lui demander, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta journée où tu t'es dit, oh ça c'est pas très juste quand même. Et là, ça va peut-être affiner son analyse de sa journée. Puis avec le temps, avec l'âge, spontanément, peut-être qu'il vous dira plus facilement ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti dans sa journée. Cet échange, il est constructif aussi pour la communication et il est aussi utile pour quand plus tard il fera sa crise d'adolescence. Parce que comme la communication va un petit peu s'étioler au moment de l'adolescence, vous aurez déjà toutes ces bases et vous aurez déjà toute cette ancienneté sur la communication entre vous. Et puis parler de soi, parler de ses besoins et de son propre plaisir et de sa propre joie. Voilà, j'avais noté 6 astuces, mais vous avez sans doute vu que je ne sais pas m'arrêter, que je vous en ai donné à peu près une quarantaine, comme d'habitude. Donc je vous invite soit à me poser des questions s'il y a une astuce où vous voulez plus de précision. Donc je suis disponible sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez me retrouver normalement facilement dans la bio avec les liens vers les séances individuelles. Donc ça peut être ponctuel, ça peut être une seule pour se découvrir, pour voir où vous en êtes de votre connaissance de vos besoins et de vos émotions. Ou si vous voulez aller plus loin, vous allez avoir plusieurs offres où il y a pareil des vidéos en autonomie, des lives et puis un échange dans un groupe WhatsApp. Allez, très bon courage les parents, des gros bisous aux enfants. Merci pour votre écoute et on se retrouve la prochaine fois.
Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.